Je vous remercie pour votre présence en nombre ce soir. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Appelois, qui a accepté gentiment, très gentiment, notre invitation à la DAGP, qui intervient dans le cadre de notre commission Arts appliqués. Nous avons effectivement mis en place ces rencontres avec nos auteurs depuis le début de cette année, un cycle de rencontres qui s'intitule Polyvalence. C'est dans ce cadre-là que la rencontre d'aujourd'hui est organisée. Et je vais donner la parole à Hubert Le Gall, qui est également l'un de nos auteurs et membre de la commission Arts appliqués précisément, qui va présenter Philippe Appelois pour l'intervention de ce soir. Et ensuite, je laisserai Philippe présenter le sujet d'aujourd'hui, qui est donc son travail sur le logo et l'identité visuelle du musée de Céret, avec les intervenants qui ont gentiment accepté également d'être présents ce soir et que je laisserai Philippe présenter dans le cadre de votre intervention de ce soir. Voilà, je vous remercie. Merci. La première fois que j'ai vu une de tes affiches, j'étais sous le choc, je dois l'avouer. Je me suis dit, là, il y a un truc, c'est pas une affiche, c'est une œuvre. J'ai ressenti quelque chose en me disant, mais il y a une dimension que je ne percevais pas avant dans une affiche. Donc, c'est à la fois un graphiste, mais aussi un artiste que je vous présente ce soir. Donc, merci d'être là. Je fais comme un peu tout le monde, non pas tout le monde, mais je ne sais pas si vous êtes allé sur Internet pour regarder qui est Philippe Appelois. Donc, en quelques dates, je vais essayer de te présenter. Donc, excuse-moi si je prends la troisième personne. Il étudie à l'École supérieure des arts appliqués du Perret, ensuite l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'ENSAD. En 1985, très vite, il est engagé comme graphiste au musée d'Orsay. En 88, il part à Los Angeles travailler. Donc, on est face à quelqu'un qui a beaucoup bougé. En tout cas, moi, je suis très, très impressionné par ton itinéraire finalement très, très rapide. Donc, il est pensionnaire en 93, il est pensionnaire à la Villa Médicis et on lui décerne le Gold Award décerné par le Tokyo Type Director Club en 1995. Donc déjà très vite, Philippe est, reconnu dans le milieu. En 93, il devient directeur artistique du magazine Le Jardin des Modes. En 92-98, il enseigne la typographie à l'ENSAD. Donc ce côté enseignant, ça aussi c'est quelque chose que j'admire parce que moi j'ai mis du temps à vouloir transmettre. Donc c'est formidable. Ensuite, Philippe part aux États-Unis pendant 5 ans. Il revient à Paris. En 97, il est consultant artistique du musée du Louvre. Directeur artistique et devient le directeur artistique de 2003 à 2007. Il crée le logotype des musées de France, du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, du théâtre du Châtelet, de la marque Puyforca et bien d'autres. Il travaille avec des éditeurs, j'ai envie de dire tous les éditeurs pratiquement. Il signe de nombreuses affiches, dont la rétrospective Yves Saint-Laurent au Petit Palais et bien d'autres. En 2013, il réalise le visuel du Sceau Hermès au Grand Palais à Paris. Je dois dire que ça faisait partie des affiches qui m'ont marqué, qui m'ont justement fait comprendre qu'on n'était pas face à simplement quelqu'un qui avait ce que j'ai ressenti, c'est que avant même de lire, avant même de comprendre, j'avais ressenti quelque chose. Donc c'était une des affiches moi qui m'a énormément marqué. La marque Issey Miyake lui confie le parfum, l'habillage du parfum l'Odyssée. La manufacture de Sèvres le fait travailler. Il réalise la signalétique du Louvre à Abu Dhabi, l'identité visuelle du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. Donc vous voyez, il est toujours là sur les bons endroits. En 2013, le musée des arts décoratifs lui consacre sa première importante rétrospective que j'ai vue, que j'ai trouvée fantastique, un catalogue absolument passionnant. Philippe Appelois appuie son inspiration, alors là je change un peu, dans toutes les formes d'art. Donc effectivement, c'est cette dimension artistique moi, qui me touche beaucoup. Je pense qu'on va en être témoin ici. Donc il dit, je finirai peut-être par ça, il dit « Je n'ai pas choisi le graphisme, c'est lui qui m'a choisi ». Donc tu as ça dans les tripes et ça se sent. Voilà, je te laisse t'exprimer.
Merci Hubert, merci de cette introduction qui m'honore. Et je suis très heureux ce soir d'avoir à mes côtés Nathalie Galissou qui dirige le musée d'art moderne de Céret et qui m'a donc sollicité avec toute son équipe pour créer l'identité visuelle puisque le musée fait l'objet d'une grande rénovation et d'un agrandissement. À sa droite, Michel Vlassikov, historien du graphisme, enseignant également, spécialiste de la typographie. Il connaît bien mon travail, mais il connaît aussi toute l'histoire, j'ai envie de dire, de la typographie en France et ailleurs. Et il pourra nous éclairer sur un certain nombre d'aspects de mon travail, mais pas seulement. Je crois vraiment de le replacer dans un contexte à la fois du design et de l'art. À ma gauche, Tom Vidali, nous travaillons ensemble. Tom est un de mes assistants dans l'atelier et il a beaucoup œuvré sur ce projet du musée d'art moderne de Céret. Voilà, vous avez tout le panel. Je laisse la parole d'abord à Michel qui a des choses à nous dire sur... Oui, je vais faire une petite introduction en 25 images. Donc, d'abord, je remercie les étudiants de Penningen d'être venus en nombre. Ça me paraît un événement pédagogique vraiment intéressant pour eux et elles. Donc en 25 images, la première, elle est célébrissime, elle date de la fin des années 80. C'est le travail qu'il réalise, une affiche avec un brontosaure des logiciels à l'époque, qui lui permet donc de créer cette affiche pour le musée d'Orsay. On va passer à la suivante, qui est une affiche pour l'exposition aux arts décoratifs à Paris, sous l'égide du ministère de la Culture. On voit l'influence d'April Greyman, etc., avec qui il a travaillé durant cette période. On est toujours à la fin des années 80. Image suivante, on est au tout début des années 90 avec Arc en Rêve, qui était à Lyon, à côté de à Villeurbanne. À Bordeaux, non, Arc en Rêve, c'est... Ah bon, je confonds alors. Toujours est-il que le travail qu'il a réalisé pour ce lieu consacré à l'architecture et à l'art moderne est d'une dimension aussi extrêmement construite, on pourrait dire dans la lignée des grands maîtres hollandais et suisses. Enfin, on voit les diverses inspirations qu'ont guidé son parcours dès ses débuts. Travail pour Mourde au début des années 90 pour cette exposition à la galerie Didier Imbert avec cette formidable expression. On passe à l'image suivante et on a ces caractères dont on parlait tout à l'heure, à savoir ce qu'il a créé à la Villa Médicis et qui sont devenus célèbres parce qu'il les a utilisés. C'est la base aussi de nombreuses recherches dont on passe à l'image suivante, un autre de ces caractères, et voici le caractère octobre, qui est mis en valeur dans les premiers temps pour ce festival, cet événement, Octobre en musique. On retrouve ensuite ce caractère octobre, par exemple, dans toute une ligne d'affiches pour le Châtelet, etc. Et toujours faisant partie de son répertoire, puisque ces caractères qu'on va découvrir, quelques-uns tout du moins, sont numérisés désormais par la fonderie suisse Nouvelle Noire et sous l'appellation de Applewack Typeface Library. Et c'est donc des caractères que vous pouvez rencontrer et évidemment découvrir sur le site du studio. Image suivante, c'est le côté chorégraphique que j'apprécie énormément chez Philippe Appellois. C'est un des arts dont il est aussi, il s'y réfère constamment, savoir à la fois faire bouger des caractères fixes, si l'on peut dire, travailler après dans le cadre d'animation. Le studio Appellois réalise toujours et a réalisé beaucoup d'animations extrêmement intéressantes, mais la combinatoire est parfaite. Il n'y a pas d'excentricité, il n'y a pas d'affecterie ou de jeu intempestif. C'est toujours quelque chose de parfaitement mesuré. Image suivante, comme on le voit ici, Typo, c'est une de ses premières expositions consacrée là pour l'essentiel donc à son amour, à sa passion pour la lettre. Et on voit aussi cette espèce de vibration, cette espèce de mouvement qu'il confère à ses compositions.
et l'emplacement typographique, le choix est toujours savamment étudié, de même que l'impression. C'est toujours, très souvent, ces affiches sont des petits chefs-d'œuvre de réalisation sérigraphique. Image suivante, ça c'est encore une fois dans le cadre de son jeu avec la lettre, et là c'est pour les fêtes du livre où il a beaucoup contribué à cet événement, et à son essor. Image suivante. Et voilà, alors là, il n'y a pas la couverture, c'est Typorama, si mes souvenirs sont exacts. Non, je ne vois pas bien. C'est une double page de Typorama, qui est le livre qui a été publié à l'occasion de sa fameuse exposition au Musée des Arts Décoratifs en 2013. Un livre donc qui retrace son parcours et qui l'explicite d'une façon extrêmement didactique. Image suivante. Ça, c'est l'affiche qui a été créée pour la parution ou illustrer, assurer la promotion de cette bibliothèque des types appellois au sein de la fonderie numérique Nouvelle Noire. Cette affiche, je crois qu'elle a été imprimée au moment même de Typorama, juste après. On l'a montré il n'y a pas très longtemps, par exemple, au musée de Nantes, de l'imprimerie. C'est une affiche de référence pour le monde de la typographie depuis lors. Image suivante. Ah, voilà Typorama qui se balade ici, mais c'est pas, vous le découvrez. Et donc, le caractère, Philippe me l'a ressoufflé à l'oreille tout à l'heure. Peut-être tu peux nous le dire. Là, c'est le... Bref, je vais passer de te poser une colle. Non, le nom de la typographie s'appelle tout simplement linéaire, ABF, voilà. Parce que à l'origine, le lettrage a été conçu pour une association des bibliothécaires de France, et donc c'est une des déclinaisons de cet alphabet, de cette police de caractères, et qui a été utilisée après pour d'autres usages, et entre autres la couverture de ce livre, l'affiche, et puis maintenant elle est effectivement diffusée par la fonderie Nouvelle Noire. Ouais. Ce livre a connu un très grand succès, donc c'est aussi, ça indique l'intérêt pour, et la passion même, pour des graphistes et des auteurs de talent de plus en plus marqués depuis le début du 21e siècle. Image suivante, là c'est Typorama et ce fameux caractère que Philippe vient de mieux expliciter, qui est employé pour la couverture. Image suivante, donc c'est un peu dans le désordre des doubles pages de Typorama. Ça c'est une des affiches de toute une série pour le théâtre du Châtelet, dont j'aime beaucoup l'aspect percutant et en même temps, encore une fois, la lettre, mais c'est pas la lettre pittoresque comme on a pu la découvrir maintes et maintes fois depuis l'apparition des logiciels qui permettaient de l'animer à corps et à cri. C'est vraiment quelque chose qui nous fait rentrer dans un espace très fort de rêverie et d'imaginaire, en même temps de construction, de mathématiques presque. Suivant, ça c'est Issey Miyake, on en a parlé tout à l'heure, c'est un conditionnement qu'il a réalisé pour Issey Miyake. Il y en a eu deux, je crois, peut-être d'autres. En tout cas, c'est d'une force remarquable. Je vais arrêter d'être laudateur, je crois que j'ai assez dit mon admiration pour le travail d'Appellois. Ça, c'est une affiche pour une revue, l'Afrique contemporaine, avec un de ses caractères diffusés par Nouvelle Noire, le Ndembélé. Après, ça, c'est beaucoup plus récent, c'est cette année, je crois, ou l'année précédente, c'était une exposition au sein d'un musée avec l'usage d'un caractère contemporain français dû à Roxane Gâteau, le Béli, si mes souvenirs sont exacts. Et puis enfin, pour conclure, ça c'est aussi très récent, c'est pour Hermès, il a fait beaucoup de travaux pour Hermès, donc on peut continuer. Je ne vais pas m'étendre sur tous ces travaux, il y a énormément de travaux pour vous trouver ça sur son site,
à l'évidence, il y a énormément, on peut revenir en arrière, il y a énormément de travaux pour l'édition qui sont aussi intéressants et probants, que ce soit pour de Noël, Fayard, les presses universitaires, Odile Jacob. Ici, c'est un livre qui est en quelque sorte autoproduit, enfin sur une idée de Philippe qu'il a vraiment mise en œuvre et il a conçu ce projet Enfants de Paris du début jusqu'à la fin. Donc c'est un livre en hommage à tous ces combattants ou tous ces jeunes, ou même des enfants, qui ont subi le nazisme pendant l'occupation, particulièrement à Paris, où il y a eu énormément de combats. Et donc toutes ces plaques ont été un recueil photographique qui a été mené à bien par Philippe et ses collaborateurs. Et ce livre a fait l'objet d'une projection sur les façades du Panthéon en septembre dernier. Donc vous voyez quelques images de cet événement très fort. Et il y a eu aussi des déclinaisons, il y a eu tout un travail avec Denis Podalides. Enfin ça, tu peux peut-être nous en dire un mot avant de parler de tes travaux pour le musée de Céret. Voilà, pour l'essentiel, le goût de Philippe Appellois. Merci beaucoup. Ça donne un aperçu effectivement en concentré, en raccourci de plusieurs années de travail, de plus de 35 ans d'années de travail, donc c'est assez vertigineux quand je revois tout ça. Et je repense évidemment au moment où ces travaux ont été créés et dans quel contexte. Alors moi, je voudrais enchaîner évidemment sur Céret et dire que parmi les affiches que Michel a présentées, il y en a une qui m'a arrêté particulièrement. C'est celle qui a été conçue en 91 pour une exposition sur l'œuvre de Henry Moore. Et c'était tout à fait passionnant d'arriver à traduire avec la typographie son œuvre plutôt que de reproduire une image de son œuvre ou reproduire son portrait. Et je pense que non seulement depuis cette affiche, mais même aussi tous les travaux qui ont été faits au préalable au musée d'Orsay, moi j'ai toujours trouvé mon inspiration en regardant les œuvres des autres artistes dans certains domaines de création, les arts du spectacle, oui, la danse, le théâtre, mais beaucoup aussi la sculpture, bien sûr la peinture, qui sont pour moi des références absolues. Et je dois dire que fréquenter les musées était un véritable carburant, et ça reste encore un espace privilégié où j'aime retourner et m'inspirer, en tous les cas, me trouver des sources d'inspiration et des images qui s'impriment en moi, ça me permet de constituer un dictionnaire mental comme ça d'images très fortes. Si je parle d'Henry Moore, c'est pour dire aussi qu'il y a un autre artiste parmi tous ceux que j'aime et qui m'accompagne, qui reste tellement présent. Je voudrais parler de Picasso. C'est comme si on avait rendez-vous à plusieurs époques de sa vie avec certains artistes. En 1973, quand Picasso est mort, j'ai demandé à mes parents, alors que j'avais 10 ans, de m'acheter ce numéro de Paris Match. Nous n'avions pas de livre d'art à la maison, mais celui-là, pour moi, comptait beaucoup. Et je me souviens vraiment de cette date comme une date peut-être fondatrice pour avoir vu son œuvre et savoir qu'il disparaissait. Et c'était effectivement peut-être un premier pas dans l'art moderne sans vraiment le savoir. En tous les cas, des années plus tard, et très récemment, puis cette année, en tous les cas, chez Fayard, donc j'ai fait la couverture du livre de Annie Cohen-Sola, L'un étranger nommé Picasso, qui vient de recevoir entre autres le prix Femina de l'essai, en reprenant le dossier qu'elle avait trouvé dans les archives de la police, et aussi en choisissant une typographie pochoir, dire comme si c'était un tampon qui avait été utilisé à la fois par les services de police, j'ai envie de dire, mais aussi par ces artistes de cette époque, cubistes modernistes, qui ont beaucoup utilisé la typographie pochoir dans leurs œuvres. De là, Picasso, je le retrouve aujourd'hui grâce à Nathalie Galisso et son invitation à Céret, parce qu'effectivement, le musée d'art moderne de Céret est réputé
notamment par la présence de Picasso, et tu en parleras après, je te laisserai évidemment l'expliquer plus en détail, et aussi dans les collections du musée, un certain nombre de coupelles qui sont tout à fait emblématiques. Avant de vous parler du musée de Céret, de vous donner quelques aperçus sur d'autres logos de musées, et je pense donc à celui qui a été conçu pour le Petit Palais à Paris. Donc vous voyez là la façade typique donc, de cette architecture de fin de siècle, avec une entrée tout en courbe et à l'intérieur un travail de ferronnerie très ouvragé, avec des volutes, des formes comme ça, comme des vagues de métal, mais aussi avec dans les volumes et dans la pierre. Il y a vraiment ces cercles concentriques qui sont insérés les uns dans les autres. C'est comme ça que j'ai dessiné le logo. Donc il y a les deux lettres insérées qui n'en forment qu'une seule. Et donc c'est à la fois comme une seule ligne qu'on pourrait imaginer fabriquée en métal, mais aussi qui pourrait être peut-être le plan vu d'avion du musée lui-même, du bâtiment. Un autre musée, en tous les cas un lieu pour l'art contemporain et pour les jardins, c'est le domaine de Chaumont-sur-Loire, qui donne rendez-vous chaque année à des créateurs dans le domaine de la création des jardins, mais aussi un lieu d'art contemporain. Donc il y a ce dialogue entre l'architecture lui-même et le domaine qui est immense dans lequel il y a ces interventions. Donc l'idée, c'était de faire un logotype en essayant d'abstraire au maximum, donc de ne garder que l'essentiel pour laisser signifier à la fois ce château emblématique des châteaux de la Loire, et en même temps l'idée du territoire, de ce domaine qui s'étend pas à l'infini, mais on a l'impression évidemment de l'infini quand on va là-bas, parce que l'étendue est très grande, très vaste et s'étend à l'horizon. Donc en même temps, ce qui m'intéresse dans les logos, c'est d'aller dans l'épure, dans la réduction, plutôt que dans l'ajout d'un certain nombre de formes, et d'avoir comme une idée de concentrer de texte, un résumé de texte, comme un résumé de texte, c'est un concentré d'idées et de formes. Donc ensuite, on parlait de voyage, et Hubert Le Gall en parlait de ces nombreux voyages qui m'ont amené à être confronté à d'autres cultures, et je crois qu'on apprend tellement de l'ailleurs. En tous les cas, lorsqu'il a été question de réaliser le logotype du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech, j'ai vraiment voulu d'une part voir l'environnement dans lequel il était baigné, en tous les cas là où il allait, là où il trouvait son inspiration, et notamment son regard sur ces éliges, donc ces céramiques qui recouvrent un certain nombre de murs à Marrakech. Et d'ailleurs, on retrouve ces motifs dans des cartes de vœux que lui-même a dessinées. Et il y avait toujours cette forme de carré orienté à 45 degrés, comme un point de diamant, comme un losange carré. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer le logotype Yves Saint-Laurent. En même temps, il faut savoir que Yves Saint-Laurent collectionnait l'œuvre de Mondrian, et que les deux dernières œuvres de Mondrian, qui s'appellent Boogie Woogie, dont une est exposée à New York, a cette forme de carré à 45 degrés. Je voudrais vous dire aussi que les initiales, j'aime bien exploiter le hasard. Donc il y a musée, un M en petit caractère, en bas de casse pour musée, un M pour Marrakech, et en même temps utiliser cette lettre en bas de casse, c'est faire écho aussi aux portes que l'on trouve, ou en tous les cas aux arcades que l'on trouve dans l'architecture mauresque, et puis le YSL au centre. Donc il y a une répétition des deux M qui font penser à l'architecture, et en même temps l'usage aussi d'une typographie linéale très moderniste, à l'image de son travail et de la couleur, puisqu'il dit qu'au Maroc, il a découvert vraiment la couleur. Le Louvre Abu Dhabi, conçu par Jean Nouvel, ce dôme qui est devenu maintenant iconique puisqu'il filtre la lumière, et de cette lumière filtrée naissent des ombres que l'on voit projetées sur les murs, et j'ai été amené donc à faire toute la signalétique du musée. Alors ça va trop vite dans les images, juste voilà. Donc cette signalétique qui est à la fois coulé dans le ductal, c'est un béton particulièrement modulable en tous les cas, donc on voit les lettres en relief dans le béton, et en même temps certaines lettres sont lumineuses, donc il y a une signalétique dite monumentale, une signalétique dite lumineuse,
Et elle joue évidemment avec les rapports de la lumière et de l'ombre et de ces formes qui se dessinent sur les murs du musée. Donc à partir de ces formes aléatoires, ça me permet de dessiner tous les pictogrammes utilisés donc, pour la signalétique et c'était devenu comme un jeu, il y a une part ludique dans tout ça. Et évidemment le logotype à la fin qui reprend ces formes très géométriques du dôme, un peu vu en perspective. Revenons en France, donc le logo des musées de France, c'est le label des musées de France. Là aussi, j'ai beaucoup réfléchi de savoir comment je pouvais identifier les musées en général, parce qu'on pense que les musées sont souvent des musées d'art, mais il y a toutes sortes d'autres musées qui portent le label de musée de France. Il peut y avoir des musées d'histoire, le musée de la dentelle, le musée de la céramique, etc. Le musée de Céret, bien sûr, a ce label. Et je ne savais pas comment arriver à regrouper l'idée même de musée, sans vouloir le limiter au domaine artistique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un musée, c'était surtout un endroit où on conservait des choses précieuses et en même temps qui était accessible par tout le monde. Donc le M, cette lettre M qu'on retrouve en bas de case, donc de façon très modeste, j'ai envie de dire, qui est au centre d'un carré rectangle. Et on voit qu'il y a évidemment que tout est construit sur un système de grilles et d'alignement et qui fait penser à un plan vu d'une salle, à l'intérieur duquel ce M qui signifierait, qui symboliserait en tous les cas les collections précieuses dont j'ai parlé, et à la fois protégées et accessibles par ces portes d'entrée qui sont signifiées par ce tracé de plan. Ça m'amène à parler, à venir à Céret, à vous inviter à venir déjà dans cette superbe ville des Pyrénées-Orientales, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Et là, je préfère donner la parole à Nathalie, qui dirige le musée de Céret, qui connaît la région et qui sait pourquoi elle a tellement attiré les artistes. Merci Philippe, bonsoir. Alors oui, Céret a beaucoup attiré les artistes. La première chose, je sais aussi pourquoi j'ai fait appel à Philippe Appelois. Et quand on voit tous les logos que tu viens de présenter précédemment et qui ont une telle force d'évocation du lieu qu'ils représentent, qu'ils symbolisent, on comprend pourquoi, en tant que conservatrice d'un musée qui était sur le point de s'agrandir, dont on allait en quelque sorte célébrer une nouvelle page de son histoire, j'avais un désir très très fort que ce soit Philippe, dont je connaissais le travail, qui fasse cette nouvelle identité visuelle. L'affiche que nous avons vue vraiment en introduction, l'affiche de Chicago, représente pour moi un moment très très fort. Je me souviens très bien du moment où elle est apparue. Et je pense que pour tous les gens de musée, c'est quelque chose d'un peu fondateur. C'était pour la première fois, je crois, qu'on avait une affiche aussi originale. Quand vous disiez que c'était une œuvre, c'est vraiment exactement cela. Et puis ensuite, j'avais suivi un peu les travaux de Philippe et il me semblait évident que c'était lui qui allait le mieux possible créer quelque chose qui soit en adéquation avec la personnalité du musée. Alors cette image que vous voyez est une invitation en effet à venir nous rendre visite. Céret est une petite ville des Pyrénées-Orientales qui doit compter aujourd'hui à peu près 8000 habitants. Vous voyez, elle est au pied du Canigou dont on voyait sur l'image précédente la cime enneigée. Ce serait une jolie petite ville du sud, simple, si elle n'avait pas eu une sorte d'histoire absolument enchantée, que je ne vais pas bien sûr vous raconter en détail. Mais cette ville a vu entre 1911 et 1913 Braque et Picasso réaliser quelques-uns des tableaux qui se comptent vraiment parmi les chefs-d'œuvre du cubisme. Donc les deux hommes travaillent là 3 étés, 2 étés ensemble, et c'est vraiment là que débute une histoire enchantée. On pourrait peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas Céret, parler un peu de Céret comme de Barbizon pour la peinture de paysage, ou comme de Pont-Aven pour Gauguin. Vous voyez, ce sont ces lieux qui ne sont pas des lieux immenses, prestigieux, mais qui ont une histoire absolument incroyable. Donc Braque et Picasso viennent entre 1911 et 1913 et dans leur pas, à leur suite, vont venir les plus grands artistes du XXe siècle vont venir à Céret par vagues successives et créer une histoire enchantée. Le musée est créé en 1950 et il se fait presque uniquement avec des dons d'artistes.
C'est-à-dire que les artistes vont sympathiser avec certains érudits locaux, avec des personnalités. Ils vont commencer à offrir comme ça un archiviste, un tableau, puis un autre. Et puis des liens humains vont se créer. Et les artistes vont donner des œuvres et donc créer un musée d'art moderne qui est aujourd'hui un musée que je crois très, très important pour illustrer la création au XXe siècle. Alors, Céret, quand je suis moi-même à Céret depuis, ça va faire 10 ans dans peu de temps, les deux choses que j'aime le plus à Céret sont le musée d'art moderne, pour de bonnes raisons. La seconde chose, ce sont les platanes. Vous voyez, Céret est une petite ville où sur tous les boulevards, tout le centre-ville est occupé, comme sur la photo, par des platanes centenaires, et même plus, qui font jusqu'à 30-35 mètres de haut. Et si je vous parle là un petit peu des platanes, c'est parce que tous les peintres qui vont venir vont les prendre pour sujet. Là, nous sommes à l'entrée du musée et vous voyez donc au fond de cet escalier une fresque réalisée par l'artiste Vincent Bioulès, qui est venu en résidence au musée dans les années 90 et qui a livré cette interprétation des platanes. Vous allez voir qu'on va les retrouver sur de très nombreuses œuvres. Alors, c'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique pour les artistes, mais ça a peu d'importance. Voici une toile de Soutine. Soutine est un des peintres qui ont fait la réputation de Céret et à qui je crois Céret a un peu donné, puisqu'il y a séjourné entre 1919 et 1922 et peint un très très grand nombre de paysages où l'on retrouve ces arbres tourmentés. Soutine a peint là un très très grand nombre de tableaux et Céret va aussi faire un peu sa fortune puisque le docteur Barnes va acheter une 50aine de ces toiles de Soutine et ensuite la vie du peintre va changer. Et je vous invite d'ailleurs, parce qu'il y a une très belle exposition à l'Orangerie en ce moment, Soutine de Kooning, et si vous y allez, vous verrez 5 ou 6 tableaux de Céret vus par Soutine. Alors un Céret bien sûr expressionniste, un Céret très tourmenté mais très, très profond aussi. Un tableau d'Auguste Herbin qui est venu à 3 reprises à Céret. Et là, un tableau de 1913. Herbin vient du Cateau-Cambrésis, comme Matisse. C'est un homme du Nord qui est subjugué par la lumière du Sud, la lumière et les couleurs du Sud, et qui donc livre une interprétation très personnelle du cubisme, c'est-à-dire que vous en retrouvez les formes géométriques, la distribution en facettes du paysage, mais le tout dans un chromatisme beaucoup plus vif, beaucoup plus fort, et qui annonce déjà le très très grand maître de la couleur que deviendra Herbin quand il arrivera jusqu'à l'abstraction. Voici l'entrée du musée d'art moderne de Céret. Alors ça, c'est aussi l'occasion de parler 2 minutes d'architecture. Voici l'entrée du musée d'art moderne dans sa version de 1993. Le musée est créé en 1950 et connaît une rénovation importante en 1993. L'architecte qui est chargé de cette rénovation, c'est Jaume Freixa, qui est un architecte catalan, qui a été l'élève de José Luis Sert, à qui l'on doit la Fondation MACT, par exemple, ou la Fondation Miro à Barcelone. Et donc, vous voyez une architecture du Sud, une architecture d'une grande sobriété, une architecture de musée telle que les conservateurs les rêvent, c'est-à-dire une architecture simple, claire, qui laisse la part belle aux œuvres. Jamais aucun souci pour se demander comment accrocher un tableau, c'est toujours limpide. Donc une très belle architecture, mais nous étions ceci dit un petit peu à l'étroit et donc a été décidé un agrandissement. Je ne sais plus trop quelle est l'image qui suit. Voilà, là vous êtes dans le hall d'entrée du musée. Là nous sommes dans une période de travaux, d'où ce côté un petit peu très austère même, l'entrée du musée du bâtiment actuel. Donc. Quelques vues d'exposition, c'était surtout pour vous montrer un petit peu les volumes. Là, vous voyez, nous sommes dans une salle qui est un peu rotonde, mais toujours une architecture très, très lisible. Là, l'exposition Michel Barcelot dans la grande salle du premier étage. Vous voyez, là encore, une salle rectangulaire très simple avec une très grande qualité qui est l'éclairage naturel qui parvient par ces verrières qui sont exposées au nord et qui permettent donc d'exposer par exemple de la peinture. On est quand même dans une région où il fait beau, le plus souvent en lumière naturelle. Alors voilà une vue des salles en montage en ce moment même, avec au premier plan un tableau d'André Masson, qui a également beaucoup travaillé à Céret.
La grande salle que vous venez de voir, là aussi en cours de montage actuellement. Ça c'est juste pour vous donner un peu une idée de l'architecture du bâtiment tel qu'il existait, donc tel qu'il existe encore aujourd'hui. Mais disons que c'est le bâtiment ancien. Et puis voici un des premiers dessins d'architecte de Pierluigi Falocci, qui a donc remporté par concours le concours d'agrandissement du musée. Et donc vous voyez ces murs couleur ocre, qui sont donc la partie de l'architecture nouvelle, la partie de Pierluigi Falocci. Une vue de l'intérieur des nouveaux espaces intérieurs, l'escalier faisant la jonction entre l'ancien et le nouveau bâtiment. Donc sur la partie gauche de la photo, vous voyez les nouvelles salles conçues par Pierluigi Falocci, qui au passage nous a offert un Giacometti qui ne fait pas partie des collections, mais enfin qui était tout à fait bien sur ce croquis. Je vais prendre le micro pour vous dire que c'est au regard de toutes ces projets d'architecture, le lieu lui-même que je suis allé voir et les nombreuses discussions et débats que nous avons eus que le projet d'identité visuelle a commencé. Et donc l'image suivante montre le dernier niveau, c'est ça, de cette extension. Le dernier niveau de l'extension, voilà, avec donc vous voyez une perspective vers un belvédère, et puis cette sorte de colonnade à droite qui permet aux visiteurs qui ont vu les tableaux de Céret, les vues sur le Canigou, etc., qu'ils ont vus en peinture, de venir les découvrir sur ce panorama. Et alors, ce qui est intéressant dans cette colonnade, elle fait écho aussi à celle qu'on trouve en façade, donc quelque chose de très géométrique et répétitif. Et à partir de ça, en regardant les plans, j'ai commencé à dessiner un lettrage qui fasse écho à l'architecture et qui soit dans un esprit extrêmement moderne et contemporain, en me disant qu'on allait développer tout un alphabet. Et en même temps reprenant les couleurs aussi de pierre qui sont utilisées autant pour l'extension de 1993 et aujourd'hui. Et bien sûr des couleurs qu'on retrouve, des couleurs de terre, des couleurs qui sont assez symboliques de la peinture cubiste. Donc quelque chose de très géométrique, un alphabet et... Alors on va essayer de le montrer en animation, mais peut-être ça marche pas. Voilà comment les choses se créent à partir d'éléments très simples, comme un jeu de construction finalement, en essayant de trouver simplement des segments, des formes qui sont emboîtées les unes dans les autres et qui permettent d'écrire Céret, mais en même temps tout l'intitulé du musée. Ça a été une des premières pistes. On a beaucoup discuté sur celle-ci en se disant mais comment ajouter le mot musée d'art moderne? Est-ce qu'il faut inclure Céret dans un carré et puis ajouter en haut une ligne de texte dans une typographie beaucoup plus simple et moins acrobatique, j'ai envie de dire. On a eu des discussions très sérieuses sur ça. J'étais partant me disant qu'il fallait absolument aller vers dans cette voie-là. En même temps, on avait beaucoup de difficultés à identifier le musée. Ça devenait comme le logo de la ville. Or, c'était ça peut-être l'ambiguïté aussi qu'on avait, nous, en se greffant sur ce projet, c'était de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une ville ou d'un lieu d'art, mais c'est aussi un musée. Et dans la région, il est évidemment connu comme musée. Au-delà même de la région, mais pour nous, il y avait une ambiguïté entre le mot Céret et musée d'art moderne. Donc, on a cherché. Et après, c'est en regardant aussi les œuvres, et là, je voudrais, Nathalie, nous dire un mot sur cet ensemble de coupelles que Picasso a réalisé à Céret et qui ont été effectivement une grande source d'inspiration sur le travail graphique. Alors c'est vrai que ton premier projet, les couleurs rappelaient tout à fait... Céret a été baptisé en 1912 par André Salmon la Mecque du cubisme, suite à ses séjours de Braque et de Picasso. Donc on retrouvait tout à fait la gamme chromatique des cubistes, et puis on trouvait aussi la gamme chromatique que l'on trouve dans cette série de coupelles tauromachiques, qui sont un peu le chef-d'œuvre du musée. Donc c'est une série de 29 coupelles qui ont été créées par Picasso à Valoris. Ce sont des objets très modestes, des petites
petite coupelle de terre cuite qui doit faire, je ne sais pas, 16-17 cm de diamètre, sur lesquelles Picasso a peint des scènes de la tauromachie. Vous savez que Picasso était absolument passionné de tauromachie, et l'un de ses tout premiers tableaux, alors qu'il est pratiquement encore enfant, c'est le tableau d'un picador. Et le picador est resté vraiment un sujet de prédilection pour Picasso. Et donc ces coupelles mettent en scène la tauromachie avec une inventivité absolument incroyable, puisque dans ce petit espace circulaire, Picasso figure tantôt le champ simplement où se trouve le taureau au départ, tantôt l'arène, et puis au fil des 29 coupelles, l'espace circulaire devient aussi un œil pour à la fin devenir aussi la course du soleil. Donc c'est une merveille d'inventivité, et ça fait vraiment partie des chefs-d'œuvre du musée. Donc ça faisait partie des images qui étaient un peu le point de départ aussi pour le travail de Philippe. Oui, c'était effectivement un moment important en tous les cas dans le processus, déjà parce que la forme circulaire était intéressante à exploiter, aussi parce qu'on parle de la forme circulaire de ces objets, des arènes, du soleil, de la lumière, enfin il y a tout ça qui intervient, et je me suis dit que le logo, en même temps, on ne pouvait pas le limiter au mot Céret, il fallait avoir l'intégralité du nom Musée d'art moderne de Céret, donc c'était très long, et comment arriver à mettre ensemble un nombre aussi important de lettres. Alors j'ai eu l'idée comme ça d'une sorte de spirale et qui reprend la lettre C, l'initiale du mot Céret, à l'intérieur desquelles viendraient toutes les lettres du titre du musée. Et voilà, donc c'était le dessin de cette lettre circulaire qui fait penser aux coupelles, et en même temps avec ce lettrage en reprenant ce dont je parlais tout à l'heure, des lettrages pochoirs qui font penser au vocabulaire, j'ai envie de dire, graphique qu'ont utilisé les peintres cubistes, Braque et Picasso, entre autres, ou Juan Gris. Et je cherchais une façon de rendre tout ce titre très très compact, d'avoir un maximum d'informations. Alors en même temps, c'était très séduisant, on a été assez étonnés, même par la couleur qui faisait penser à la terre cuite. C'était séduisant et j'ai envie de dire trop compliqué. Et justement, un logo, il ne faut pas aller dans la complexité, mais plus juste dans l'idée de la simplification, de l'épure. Et donc, il a fallu chercher une autre piste. Alors, en regardant les coupelles, tout à l'heure, on parlait du soleil, de l'astre, de l'œil, de tout ça. Et en même temps, de la touche, j'ai envie de dire, on voit comme si la touche du peintre, une sorte de virgule comme ça, répétée plusieurs fois, et moi j'ai vu la lettre C, en me disant qu'il y avait peut-être une approche plus calligraphique que typographique, plus sensuelle, j'ai envie de dire, dans la courbe, et de rompre avec la géométrie du départ qui était très très rigide. Et donc ces courbes, en plus qu'on le retrouve, et vous les avez vues, je crois, remarquées dans l'architecture, notamment dans le hall d'entrée, qui était vraiment une salle voûtée, je crois. Et donc de là, à partir de ces dessins, et vous voyez, moi, les recherches, ça se passe comme ça. C'est vraiment des dessins qui se font à la main, qui sont après repris sur l'ordinateur. Il y a un va-et-vient comme ça. Et donc après, j'ai travaillé sur l'idée d'une typographie qui se fasse penser à un tracé calligraphique mécanique, j'ai envie de dire. Donc toujours avec le mot Céret, c'est vrai que j'avais une fixation sur ce mot-là, et c'est difficile en même temps de trouver tout de suite la piste qui va être la plus efficace, la plus logique et qui va s'imposer. Et je crois que je peux laisser la parole à Tom, parce que on travaille au coude à coude sur ce projet, mais pas seulement. Et je sais que la façon dont ça fonctionne, c'est que il y a des dessins, il y a fait à la main, des croquis que je donne, on travaille ensemble sur l'ordinateur, on met tout au mur, on regarde et on avance comme ça. Mais c'est vrai que c'est à tâtons, il n'y a pas d'idée immédiate, et des fois c'est comme s'il y avait une diagonale comme ça qui allait naître dans le processus de création, et on se dit là c'est la piste à prendre ou c'est celle qu'il faut éviter.
Ouais, je pense qu'on peut parler de rebond. Il y a des éléments comme une œuvre d'art, une coupelle de Picasso, une récurrence de forme. Là, je me rends compte que c'est vrai qu'on pourrait presque faire des duplications de la lettre C pour avoir le E, le R fait un écho au C. En fait, je pense qu'à certains moments, il va y avoir une inspiration très directe d'une œuvre. À un autre moment, il va y avoir une autre piste qui s'esquisse et qui va être plus dictée par la forme un peu hasardeuse finalement des lettres qui vont créer comme ça une nouvelle esthétique. Et effectivement, je pense que la particularité de ton processus de création, c'est d'aller chercher des points de départ et d'essayer d'explorer toutes les possibilités qui peuvent se dessiner autour de ces options. Et donc là, je pense que c'est une bonne illustration entre le premier logo qui est basé sur une architecture, le deuxième qui est basé sur la coupelle, le troisième qui se base sur vraiment autre chose. Et finalement, à chaque fois, je pense qu'il y a une sorte de mise à l'épreuve. On va essayer de voir jusqu'où le logo peut aller. Est-ce qu'il va fonctionner en grand, en petit? Est-ce qu'on va avoir besoin de l'écrire en entier pour le comprendre? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une mauvaise interprétation comme la ville de Céret uniquement? Est-ce qu'il va résister à l'épreuve d'être en petit ou en très grand? Et je pense qu'à chaque fois, il y a un moment où on se dit finalement c'est peut-être pas forcément la bonne direction, on repart sur autre chose, et c'est en ça que ça me fait penser à des rebonds. Oui, il y a l'idée aussi d'exploiter le hasard, c'est-à-dire dans les répétitions des formes, et ça crée un rythme, ça crée une fluidité de lecture. Par ailleurs, je crois qu'un logo, et on s'en rend compte en travaillant, c'est non seulement comme un résumé de texte, mais c'est une véritable. Maintenant, c'est une icône. Enfin, c'est quelque chose de tout petit. On utilise les logos maintenant sur des supports numériques, sur des téléphones portables. Ça fait quelques millimètres carrés. Alors, je crois qu'il faut partir de toutes les contraintes, et c'est à partir des contraintes qu'on peut créer. Il faut avoir à l'esprit la dimension fonctionnelle du logo. Il ne s'agit pas simplement de faire quelque chose de joli. Alors on peut avancer, et vous allez voir sur une autre animation, je ne sais pas, pour vous montrer l'idée de cette courbe qui fait penser à la fois à un tracé, un coup de pinceau, un coup de calligraphie, les couleurs des coupelles de Picasso, et en même temps ce carré pour lequel j'étais quand même très attaché parce que c'est le carré du cubisme. En même temps, c'est le carré qu'on va retrouver chez un certain nombre d'autres peintres qui ont une approche très géométrique du paysage, comme Auguste Herbin, qui fait ce paysage de Céret, qui est dans les collections, et qui, moi, évidemment, m'interpelle non seulement par la géométrisation du paysage, l'alternance des couleurs, le rythme que l'on va trouver à l'intérieur de l'architecture telle qu'elle est représentée, et la présence aussi d'une lettre, et en même temps de courbes comme celle-ci. Ça, ce qui est assez formidable aussi, c'est de penser que là, c'est un tableau de Herbin de 1913 et qu'Herbin va donc aller de plus en plus loin vers l'abstraction et finira à la fin de sa vie par créer un alphabet plastique. Il va beaucoup s'intéresser à la synesthésie et mettre en relation des couleurs avec des formes et créer un alphabet plastique. Donc c'est quand même... Là, vos deux démarches se rejoignent presque un peu. Il y a un pas l'un vers l'autre qui est... Bien sûr, c'est en regardant donc les œuvres des artistes, j'en parlais au début, Henri Moore, Picasso et Soutine, que j'admire profondément pour la force du geste. Miro, on en reparlera. Bien sûr, Herbin, c'était la rencontre. La rencontre s'est faite à ce moment-là. Et je me suis dit que finalement, le logo ne pouvait se résumer juste à la lettre C. Cette lettre qui... évidemment l'initiale de Céret, du mot cubisme aussi, et comment arriver à l'abstraire dans des formes extrêmement simples, et en même temps évoquer autant la peinture que l'architecture, voire le plan du musée. Donc là, on voit les différentes lettres sur lesquelles on a travaillé tous ensemble pour qu'on a proposé à Nathalie en disant voilà, ça serait le logo. Le logo peut se suffire juste par cette icône qui rappelle un certain nombre de formes du musée
mais aussi des peintures et du vocabulaire pictural de tous ces peintres modernistes. Et ça symbole vraiment le modernisme. Donc la dernière version que l'on voit en bas, déjà on les a mis, non mais c'est intéressant de voir comment c'était conçu à l'atelier, enfin on les a mis au mur, accrochés dans différentes couleurs, en positif, en négatif, en utilisant soit les gammes colorées des coupelles de Picasso, ou alors vraiment les couleurs pures du modernisme, en se disant que finalement, ça faisait penser aussi au vocabulaire de Miro, entre autres. Donc voilà comment ça fonctionne. Et on a besoin de faire cet aller-retour permanent entre l'ordinateur, les sorties papier, enfin de voir, ça ne peut pas rester simplement sur un écran. Ça doit vivre de façon imprimée, ça doit vivre dans des tailles toutes petites, autant que grandes. Et c'est cet aller-retour permanent qui peu à peu nous amène à finaliser le logo et à essayer de l'aboutir pour cette forme-là. Ouais, moi je voudrais rajouter quelque chose parce que j'ai un souvenir assez fort de cette journée qui était, je crois, en janvier, où Nathalie était au studio et on a vraiment une session de travail assez riche parce qu'il y avait un dialogue entre l'aspect graphique du signe qu'on essayait de créer et en même temps toute la partie plus du contexte du musée que tu représentais. Et en fait, ce qui m'avait marqué ce jour-là, déjà c'était l'efficacité du fait d'imprimer, d'ajuster, de mettre au mur et d'avoir vraiment quelque chose de très concret, de ne pas rester sur un écran, mais d'avoir les choses qui se superposaient de manière très concrète, et aussi à quel point la couleur a permis de faire évoluer la forme. Alors c'est paradoxal parce que moi ce que j'ai appris avec Philippe, c'est que un logo, il doit fonctionner en noir et blanc. La couleur ne peut pas être un élément qui lui permet de survivre. Il faut qu'il fonctionne dans tous les cas de figure. Mais la couleur peut quand même être un moyen de trouver la bonne forme. Et je trouve que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. La couleur était aussi fondamentale parce qu'on est beaucoup parti au début sur la gamme chromatique, soit des cubistes, soit des coupelles de Picasso, qui sont bien plus tard, hein, mais dans cette gamme chromatique-là. Et puis, moi ensuite, quand je demandais un logo à Philippe, je voulais tout. Je voulais qu'il symbolise tout. Et on partait dans cette gamme chromatique. Et après, je disais, mais attends, on est aussi un musée méditerranéen. On a une affiche qui a été créée par Miro lui-même, qui a voulu exposer au musée. Donc finalement, cette gamme chromatique, elle ne correspondait pas à tout. Mais le tout, bien sûr, est impossible. Le travail de l'épure, c'est le travail du graphiste, justement. Mais c'est vrai que du coup, la couleur a vraiment été une partie extrêmement importante de notre réflexion. En crescendo, c'est-à-dire autant il y a eu beaucoup d'hésitations, d'aller-retour au début, de questionnements, de refus, autant de la part de Nathalie que de ma part, des fois même, j'ai envie de dire, de tension, hein, on n'était pas d'accord. Et puis, à un moment, les choses se mettent en place, et là, ça va vite. À un moment, on se dit, ben voilà, c'est là. Et effectivement, le logo est arrivé cette forme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est aussi une forme pochoir. C'est-à-dire que c'est 3 éléments, et il y a deux éléments qui se répètent, et puis un autre qui le complète. Et on lit à la fois, j'ai envie de dire presque la lettre C, bien sûr, la lettre E, la lettre R. On lit presque en inversé la lettre T aussi. Presque toutes les lettres du mot Cérès sont incluses dans ce logo. Par ailleurs, c'est vrai que l'idée du noir et blanc, pour moi, le logo et la typographie, c'est vraiment l'art, c'est de l'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le plein et le vide. Et c'est vrai que dès que l'on perçoit en fait le vide, j'ai envie de dire, alors je crois que tout se met en place. Et c'est vraiment une façon d'avoir un regard tout à fait particulier, déformé, j'ai envie de dire, qu'ont la plupart des typographes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à voir la partie vide ou évidée des lettres et qui vont le stabiliser ou donner en tous les cas tout l'équilibre est nécessaire entre l'ombre et la lumière. Donc voilà la raison aussi pour laquelle je pense que d'abord il faut travailler en noir et blanc puis en couleur. Alors la couleur rouge, elle s'est imposée effectivement. Au début, on a beaucoup hésité entre les couleurs de terre, les couleurs des cubistes, les couleurs primaires.
qui faisait écho à l'œuvre de Miro et à d'autres. Mais le rouge, c'est effectivement le rouge du Sud. C'est aussi le rouge d'un événement populaire annuel que j'ai découvert à Céret. Je me suis dit, voilà, on ne peut pas rater cette couleur. C'est-à-dire que chaque année, n'est-ce pas Nathalie, il y a une fête de la cerise à Céret. Céret est la capitale de la cerise. Pendant très longtemps, ça a été le premier endroit de France où les cerises étaient mûres. Donc il y a une fête de la cerise. Enfin, il y a toute une symbolique autour de ça. Il y a encore beaucoup de cerisiers. Les cerises y sont délicieuses. Donc en effet, le rouge, il entrait aussi dans cet imaginaire-là. On ne pouvait pas imaginer faire le logo bleu ou vert, ça aurait été presque un contresens. Donc le logo existe en dehors de ce carré, mais peut être également inclus dans un carré. Et après, il y a eu l'idée de trouver une typographie moderniste, contemporaine, qui révèle en fait toute cette partie de l'art moderne. Par ailleurs, c'était comment on allait indiquer le nom Musée d'art moderne. Normalement, on parle toujours du Musée d'art moderne de Céret. Et je le pense vraiment, qu'il fallait mettre au préalable, avant, le nom de la ville, Céret, et en dessous, Musée d'art moderne. Pourquoi ? Parce que des musées d'art moderne, il y en a partout. Et peut-être le plus connu au monde, c'est celui de New York. Et bon, même si celui de Céret est magnifique, et difficile de rivaliser, le MoMA, Musée d'art moderne, c'est quand même celui de New York. Donc Céret est un nom magique. Et en même temps, comme le logo est un nom magique dans l'histoire de l'art, il est devenu très, très emblématique. Et Nathalie l'a expliqué très bien tout à l'heure. En même temps, vous voyez que l'usage des bas de casse pour l'intégralité donc, de ces deux lignes de typographie, sauf l'initiale du C de Céret, que l'on va retrouver en écho, bien sûr, sur le logotype. Et le choix de cette typographie moderniste, très fluide, très lisible, ça, on a beaucoup cherché, on a beaucoup travaillé ensemble. Donc, c'est une typographie qui s'appelle Apax et qui a été dessinée par le typographe suisse François Rappeau. Elle date de 2016. En dire deux mots. Oui, elle date de 2016. Elle a été distribuée par la fonderie Optimo. Et je pense que c'est intéressant de souligner l'importance que, à tout niveau, l'identité visuelle soit aboutie. Et en l'occurrence, d'avoir un caractère typographique qui a été dessiné par une fonderie très sérieuse, ça permet d'avoir différentes graisses, on ne les a pas toutes mises, ça permet d'avoir l'ensemble des glyphes qui peut couvrir un certain nombre de langues. Donc pour un musée, on peut imaginer qu'il y a un artiste, je ne sais pas, qui vient du bout du monde avec des caractères qui ne sont pas disponibles dans toutes les typographies, et on évite comme ça une difficulté qui se posera peut-être dans 5 ans, 10 ans. Donc ces choses-là, je pense que c'est important de les garder en tête, d'avoir des caractères typographiques qui soient vraiment de qualité. C'est toujours d'anticiper la dimension fonctionnelle du projet. Un logotype, encore une fois, c'est pas seulement une jolie image, c'est tout un système qui se met en place. Donc, et par ailleurs, voilà, donc après, il y a la déclinaison du logotype et entre autres l'idée de créer des motifs en dégradé comme ça, où on voit le logotype positif, négatif, tourner autour de lui-même. Il y a une rotation, il y a un mouvement qui s'opère. Et là, effectivement, j'aime bien, moi, insuffler un mouvement dans un support qui, a priori, est statique. Donc, ça a donné naissance à des papiers cadeaux, entre autres, qu'on a imprimés sur avec différentes couleurs, en rouge, bien sûr, en doré. Et on commence petit à petit à faire vivre cette identité visuelle. Donc c'est ce qu'on peut voir par des étiquettes. Donc là on voit par exemple, on était obligé d'adapter la typographie pour des étiquettes en tissu. Et là le caractère, pour des raisons purement techniques, de tissage et de broderie mécanique, donc est en capital et vient autour de la lettre du logo lui-même, comme une cocarde, j'ai envie de dire. Et puis, on a commencé à travailler aussi sur la papeterie. Donc, la papeterie d'une très grande sobriété, en se disant, voilà, on limite le nombre de couleurs à une seule couleur. Tout est monochrome, tout est rouge et blanc, ou blanc et rouge. Et on va jouer simplement avec ça. Donc ça devient, effectivement, là on a commencé à faire des marque-pages, on a utilisé cette mosaïque de logos qui se répètent. Et petit à petit, l'identité visuelle commence à vivre
et elle gagne en force. C'est-à-dire, plus c'est simple à la base, plus elle devient puissante. Je pense que si on avait choisi la version multicolore, on aurait eu beaucoup de difficultés à l'imposer, à la mettre en place et à faire en sorte qu'elle soit facilement mémorisable. Parce qu'il y a ça aussi, un logo, c'est quand même une petite chose qu'on doit enregistrer très très vite. Donc la couleur joue évidemment. La limite, le nombre de couleurs limité, ce rouge et blanc, ce blanc et rouge, etc. Et puis, on va, ça c'est vraiment photomontage, mais vous avez vu la façade tout à l'heure, on est en train de préparer maintenant l'ouverture de ce musée. C'est un rendez-vous dans 2 mois et demi, puisque l'ouverture est prévue début mars. Et les bannières qui vont venir orner la façade en reprenant à la fois le rouge et le logo. Et puis enfin... Ce qui est très beau aussi, on a montré tout à l'heure une photo du hall, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je lis aussi dans ce logo comme un plan du musée. Oui, c'est-à-dire que le hall est comme ça en rotonde, on a également une salle en rotonde au premier étage, et c'est aussi un peu, il apparaît aussi un peu comme un plan du musée. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on pénètre à l'intérieur d'un lieu réservé à l'art, et d'ailleurs l'affiche que vous voyez qui n'est pas encore imprimée, qui sera l'affiche inaugurale, donc reprend le logo en très grand format, et à l'intérieur, c'est comme si on rentrait dans le musée ou dans le logo lui-même, dans l'identité visuelle, puisque cette liste, il y a 2 listes de noms d'artistes. Dans la partie haute du logo, c'est les artistes de l'art moderne, et là j'ai laissé évidemment Nathalie faire une sélection des noms des artistes, et dans la partie basse, c'est une liste d'artistes d'art contemporain, puisque le musée présente une collection d'art moderne, mais aussi d'art contemporain avec des expositions temporaires. Donc voilà où nous en sommes. Et là, vous avez vraiment, on est en plein feu de l'action, parce que tout est en train de se faire actuellement. On travaille sur des publications, sur des plans guides, des petites choses qui vont aider le visiteur, sans négliger pour autant aussi la diffusion de ce logo sur les réseaux sociaux, sur les supports numériques, puisque aujourd'hui on doit évidemment tenir compte de cette diffusion illimitée, j'ai envie de dire, de l'identité visuelle, que ce soit d'une marque ou d'un lieu culturel ou autre. Voilà. Moi, je réponds à vos questions, mais sinon, je peux laisser la parole à... Donc, ouverture le 5 mars 2022. Ça, voilà, vous le savez. Mais peut-être, Michel, maintenant que j'ai expliqué tout ça et que tu connais le travail, je pense que tu peux dire des mon choses. point de vue critique. Non, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup le lien que tu fais entre les mathématiques, parce qu'il y a certains éléments comme cette composition qui me font penser à Max Bill, par exemple, dans les années 40. Et c'est vrai que quand on peut employer les mathématiques, ou en tout cas s'en inspirer, et puis faire vivre des éléments qui relèvent de la poésie ou de l'inspiration artistique pure, c'est quand même une des synthèses les plus appropriées pour faire du bon design graphique. Donc ça, c'est fondamental. Mais vous avez gardé ou pas les couleurs? C'est le rouge uniquement ou va y avoir... Alors pour l'instant on est dans le rouge. Maintenant c'est pas gravé dans le marbre. Le logotype pourra évoluer. Moi j'aime bien. Quand tu parles des mathématiques, ça me rappelle lorsque j'étais enfant, on avait ce qu'on appelait des blocs logiques. Ça s'appelait comme ça. En fait, c'était des formes géométriques et on pouvait composer toutes sortes d'autres formes à partir d'un triangle, d'un carré, d'un cercle, etc. Donc peut-être que ça fait penser à ça. Mais en attendant, ces formes très géométriques, très pures, pour moi, sont tellement significatives de l'art moderne, parce que bien sûr on parle du cubisme, bien sûr on a parlé de l'architecture de Herbin, bien sûr on peut aussi parler des constructivistes, Max Bill et ce sont des formes aussi qu'on retrouve dans l'architecture moderne. C'est quand même quelque chose, c'est tout un vocabulaire ou des références qui pour moi restent fondamentales et extrêmement utiles aussi dans le design graphique, tout en ayant
à l'esprit l'idée de la grille, des alignements, des choses qui viennent à l'endroit exactement, comme s'il y avait une exactitude de l'emplacement de chacun des éléments et que rien n'est placé vraiment au hasard. C'est vrai que tout est retenu. J'ai envie de dire, on retrouve ça aussi, cet équilibre dans l'art japonais. Ça me frappe beaucoup quand je vais au Japon, quand je regarde des images d'architecture japonaise, mais pas seulement, même dans le vêtement japonais, etc. On retrouve ce sens de l'équilibre, j'ai envie de dire, qui pour moi reste fondamental pour les graphistes. Et je pense que le métier de graphiste, le savoir-faire, c'est aussi d'arriver à utiliser cet équilibre en lui donnant non pas seulement une partie technique aride, mais aussi toute une dimension émotionnelle, poétique, artistique, et de vraiment élever ou garder la dimension créative et artistique du graphic design, et pas seulement technique. En tout cas, ça prouve un substantiel processus de création. C'est très important. Je pense, il y a de nombreux étudiants ici qui savent bien, de plus en plus, qu'un logo, ça ne se fait pas en 4 heures, quoi. Que ça nécessite de prendre du temps, d'emmagasiner beaucoup d'informations, de tamiser tout ça, de manière à pouvoir fournir la synthèse nécessaire. Je voulais quand même aussi souligner que l'alphabet d'Herbin, d'Auguste Herbin, est peu connu en France. Il y a vraiment un manque, même dans le monde du graphisme et des écoles, à cet égard. Donc je conseille aussi de découvrir cet alphabet assez étonnant, qui est basé sur des principes de synesthésie, mais aussi beaucoup de principes de géométrie, de mathématiques pures. Et c'est vraiment une très bonne référence également, à bien s'inscrire dans la mémoire des études. Je voudrais dire qu'un projet graphique, c'est aussi le résultat d'un dialogue. Et moi, je suis quelqu'un qui aime accompagner. J'aime être nourri par des projets, il y a un défi à relever. Et en même temps, je trouve que les rencontres avec les conservateurs, toutes sortes de gens qui ont une certaine érudition dans un domaine, qu'il soit artistique ou autre, de le faire partager, d'arriver à l'intégrer, à le digérer. Et puis après, en tant que graphiste, on est comme des traducteurs, comme si on le traduisait dans une autre langue, ou comme si on allait l'interpréter comme un acteur allait interpréter un rôle. Il faut arriver à se nourrir de tout ce qui nous est donné ou tout ce que l'on peut capter, parce que parfois on capte des choses ou des éléments qui ne sont pas forcément fournis directement. Donc c'est comme si on avait des antennes, et puis il faut intégrer tout ça, le digérer. Puis après, une fois qu'on a tout ça en tête, je pense que, pour ce qui me concerne, ça ne me lâche pas. Moi, je suis dans l'hésitation, ça ne me lâche pas. D'ailleurs, la difficulté, c'est de savoir à quel moment ça va être fini. Ça m'arrive de reprendre, de dire non, c'est pas ça, il faut reprendre. D'ailleurs, c'est très anxiogène, des fois à l'atelier, il y a beaucoup de tension. Je dis non, c'est pas ça, on repart à zéro. Et finalement, à la fin, peut-être on se dit, ah ben oui, la solution était là, il faut arriver à la capter, il faut beaucoup de concentration, et en même temps, c'est vrai, je pense qu'il faut se dire qu'à chaque fois que c'est une chance inouïe que d'être dans cette position d'apprentissage, parce que le design graphique, c'est l'art de la communication visuelle, et on est là pour communiquer quelque chose, non pas simplement pour faire une image attrayante ou divertissante, elle doit être utile. Oui, moi je voudrais reparler d'une slide qu'on a vue tout à l'heure, où il y avait 6 lettres C côte à côte. Ah ouais, si on peut la remontrer, c'est super. Et en fait, on se rend pas, cette slide-là, on s'en rend pas forcément compte, mais elle marque quand même un moment qui a été relativement long, où on s'est vraiment posé la question de quelle était la bonne piste. Et c'est à l'issue du dialogue dont tu parles, Philippe, que je pense qu'on a réussi à trouver la solution qui, je pense, était la bonne. Et c'est comme si, à un moment, le signe seul ne suffit plus. Il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait une explication, il faut qu'il y ait un sens qu'on y apporte. Et moi,
c'est un peu en laissant reposer le regard, en s'imprégnant de ce que nous disait Nathalie et du dialogue qu'on avait, qu'à un moment, j'ai réalisé que c'était la dernière piste en bas à droite qui était la plus juste. Et qu'il y a eu vraiment un moment où finalement le niveau graphique faisait que tout me plaisait. Et c'est ce sens qui a découlé d'un moment de discussion, de réflexion. Mais c'est vraiment le sens, en effet, qui fait toute la différence. On est parti, la toute première proposition, elle était très séduisante, c'est celle qu'on voit en bas à gauche. Le premier jet, elle a été très séduisant. Moi, je le trouvais tout à fait bien par rapport au cubisme et par rapport à l'architecture du musée, et en même temps peut-être un peu dur par rapport à d'autres parties de la collection. Mais encore une fois, moi, je voulais tout, et bien sûr, c'est impossible. Donc, j'étais pas complètement satisfaite parce que je me disais, ah, mais il manque ça. Et ce qui est très impressionnant, c'est que je serais bien incapable de dire comment on en est arrivé là, mais quand je regarde le logo aujourd'hui, je retrouve presque tout. Je retrouve Miro, je retrouve le cubisme, je retrouve le plan du musée, mais c'est vrai que le processus est long et passe par des choses que je serais moi bien incapable de définir. Oui, de décrire. C'est-à-dire que le lettrage au tout début, avec la lettre C qui reste donc en bas à gauche de l'écran, est très séduisant parce qu'on se disait il est ancré dans l'époque, mais peut-être l'est-il trop. Et je ne sais pas si ce lettrage qu'on a vu au début, qui était à la limite du lisible, aurait tenu la route dans 10 ans. Je pense que c'est un logo qui aurait très vite vieilli. Et justement, pour un logotype, c'est peut-être, ça fait partie des rares choses que font les graphistes qui demeurent en dehors de l'édition, j'ai envie de dire. Mais sinon, le graphisme, par essence, c'est presque éphémère. Une affiche, la durée de vie d'une affiche, c'est quelques jours. La durée de vie maintenant d'une page Internet, c'est pas très long, c'est encore moins long. Enfin, tout est jetable et tout ce qu'on a, à part certains livres qu'on garde. Mais par contre, des logos demeurent. Et longtemps. Maintenant, il y a une sorte de patrimoine des logotypes, et bien que parmi les plus beaux sont même mis en danger. Je pense à celui du Centre Georges Pompidou qui a failli disparaître, qui a été créé par Jean Widmer et qui a eu un sursaut récemment, fort heureusement. Un sursaut de la profession, oui, mais parce que de graphisme aussi. Voilà. Donc on voit qu'il y a des logos de marques qui sont qui restent. Et c'est vrai que lorsqu'on crée un logo, il faut arriver à se projeter dans le temps aussi, à l'imaginer dans plusieurs années, donc en cela échapper à des phénomènes de mode, parce que très vite un logo peut être dépassé ou s'altérer. C'est aussi comment d'autres graphistes après peuvent s'en emparer. Par exemple, toi, tu as travaillé sur le logo de Cassandre pour Yves Saint Laurent, donc c'est aussi ce passage de témoin qui est extrêmement important pour le patrimoine. Oui, je ne sais pas si celui-là aura la longévité de celui qu'a fait Cassandre pour Yves Saint Laurent, mais c'est vrai que je le considère comme, j'ai envie de dire, la Joconde du graphisme français, parce que ce logo YSL synthétise vraiment tout l'esprit de Saint Laurent. Et c'est vrai que c'est le résultat. C'est comme un calligraphe. Je pense souvent à tracer au geste rapide d'un calligraphe et on se dit, ah mais il fait ça tellement facilement, c'est rien, ça dure 3 secondes, mais derrière il y a un temps d'apprentissage extrêmement long. En tous les cas, les logotypes ont une durée de vie importante. Il faut après savoir les livrer à d'autres, effectivement, pour toutes sortes d'usages. D'ailleurs, là, nous-mêmes, on y réfléchit, je parlais d'étiquettes, mais il y a des tas de produits dérivés où l'identité visuelle va vivre. Et effectivement, il est important d'anticiper le plus grand nombre de cas de figure. Et puis après le logo vit. C'est comme ça que ça se passe, oui. Je vous remercie beaucoup, tous les 4, pour la présentation que vous nous avez faite ce soir. Et avant de donner le micro aux personnes qui auraient des questions, moi j'en avais une pour vous, Philippe. Quand on s'est rencontrés dans votre studio, c'était au mois d'octobre, vous m'avez effectivement présenté tout le travail que vous aviez fait autour du logo et de l'identité visuelle du musée. Pas autant dans le détail, et donc j'en ai découvert beaucoup ce soir. C'est de fait très intéressant. Et je voulais savoir en fait si, parce que j'ai parcouru votre ouvrage Chronique graphique
dont je profite d'ailleurs pour indiquer que, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver des ouvrages qui sont à l'extérieur de l'auditorium à l'issue de cette rencontre. Je lisais, Philippe, que vous indiquiez dans cet ouvrage que vous envisagiez à l'origine de préférence, je remonte un petit peu finalement sur votre formation, votre formation artistique, une activité d'artiste peintre dans un atelier, je vous cite, même minuscule avec un chevalet, un lot de toile, des tubes de peinture, et que voilà, dans le cadre d'une réflexion sur ce que vous alliez faire, vous disiez, je ne soupçonnais pas l'existence du métier de technicien qui consiste à saisir des textes, les paramétrer, les mettre en page, concevoir des logotypes ou des affiches. En disant « Je me consolais en voyant un lien de parenté entre l'affiche et la peinture ». Ça, c'est la façon dont vous le perceviez à ce moment-là. Aujourd'hui, au vu de votre travail, évidemment, sur l'identité visuelle du musée de Céret et de vos autres travaux qu'on a pu voir en début de rencontre, est-ce que vous confirmez que non seulement vous vous êtes très largement consolé, mais que vous avez du coup pu finalement avoir cette perspective qui était liée à la peinture au début dans votre travail là. On a vu par exemple la toile d'Herbin qui a joué beaucoup dans la réflexion et l'évolution du logo. Voilà, est-ce que vous avez pu finalement par un autre biais en termes de votre activité intégrer cette vision que vous aviez finalement à l'origine de votre activité artistique? C'est une question qui demande je ne sais pas quoi répondre parce qu'au fond j'envisage non. Je crois que je reste toujours très admiratif des peintres. Quand je vois l'œuvre de Herbin, je me dis bon, on ne fait pas grand-chose à côté. Et non, j'ai une grande admiration pour la peinture. Je continue à la voir. Je me dis que peut-être j'aurais été un mauvais peintre, mais j'ai essayé en tous les cas de concevoir, et je continue à le faire, le graphisme comme s'il s'agissait de peinture ou vraiment d'œuvres d'art ou de mise en scène, tout ce que je rêvais de faire, que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de la mise en scène, je n'ai jamais fait vraiment de peinture non plus. Je dessine beaucoup, oui, mais j'aime aussi lire, j'aime écrire, etc. Tout ça. Et puis finalement, c'est dans le graphisme, mais c'est vraiment un hasard de rencontre. En même temps, c'est comme si j'avais eu rendez-vous avec le graphisme. Et ça a été aux Pays-Bas. C'est lorsque j'ai fait une formation à Amsterdam, aux Pays-Bas, où j'ai découvert la typographie, modernisme, le mouvement de style dont j'étais persuadé qu'il était russe à l'époque, quand j'étais jeune. Et l'œuvre de Malevich aussi, puisqu'au Stedelijk Museum, il y a une collection extraordinaire de Malevich, des peintures et des gravures de Malevich. D'un seul coup, c'est comme si j'avais rendez-vous avec l'abstraction et que ça avait toujours été quelque part en moi et que je n'arrivais pas à l'exprimer ou à le dire. Et puis, comme j'étais stagiaire à l'époque dans une agence qui s'appelait Total Design, c'est vrai que j'ai découvert vraiment tout un univers sur la lettre, l'épure, l'idée de créer sans image. Alors que ma formation artistique, c'était surtout beaucoup autour de l'illustration. Et après, les graffitis, toutes sortes de choses qui, moi, ne me parlent pas du tout. Et j'ai été effectivement très frappé par l'œuvre de Mondrian, par les travaux de Rietveld, de Van Doesburg, tous ces artistes néerlandais, puis après Piet Zwart et évidemment Wim Crouwel en tant que graphiste et affichiste avec qui j'ai eu la chance de travailler. C'est ça, c'est aussi que aux Pays-Bas, le design graphique était beaucoup mieux reconnu dans son ensemble, dans sa logique interne et dans des démarches que ça nécessite qu'en France. En France, n'oublions pas qu'il y avait quand même toujours cet aspect des peintres et puis les arts mineurs ou les arts appliqués, etc. Ce n'était pas tout à fait le cas aux Pays-Bas, c'est moins qu'on puisse dire. Puis en France, il y a eu aussi quand même des évolutions très paradoxal. Par exemple, Cassandre, qui aurait voulu être peintre depuis les origines, qui était fasciné par les peintres de son entourage, etc. Il est allé des rayonnistes jusqu'à Balthus. Quand il s'est lancé, si l'on peut dire, à la fin de son existence dans la peinture, il a échoué et il l'a reconnu lui-même. Donc c'est pas un hasard s'il y a un univers du design graphique avec des gens qui
qui peuvent être totalement alloués à cette discipline, un univers beaucoup plus pictural, mais qui n'est pas forcément accessible à tous, et inversement. Il y a plein de peintres qui seraient incapables de réaliser des affiches d'intérêt. Et pourtant des sources d'inspiration qui se trouvent précisément dans l'ensemble de ces domaines. C'est ce que vous expliquiez. Toujours, et moi je fréquente toujours les musées. C'est vraiment l'endroit où peut-être je me sens pas le mieux, mais je suis pas quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui va trouver l'inspiration dans la nature, au milieu, je sais pas quoi, d'une forêt ou dans la montagne ou au bord de la mer. Je m'ennuie moi dans la nature. Ça me plaît, je trouve ça très beau, mais j'ai besoin du chaos de la ville, j'ai besoin du bruit de la ville. Et les musées, j'ai envie de dire, sont des lieux préservés, magiques, où on est confronté à la création. Et il n'y a pas d'époque privilégiée. Il y a après des rencontres. Je trouve que ce sont des rencontres. Et les musées permettent ce dialogue. Et je pense que à chaque fois qu'on retourne devant une œuvre, c'est comme s'il y avait une nouvelle découverte, une nouvelle rencontre. Il y a une fidélité en même temps qui s'instaure entre le regard qu'on porte sur les œuvres et les œuvres elles-mêmes. Maintenant, je pense que effectivement, c'est peut-être une approche très très personnelle pour ce qui me concerne, parce que je sais que d'autres graphistes vont travailler beaucoup plus, par exemple sur la signalétique ou sur le dessin de caractère, des choses extrêmement techniques. D'autres vont utiliser le graphisme pour des expressions beaucoup plus engagées ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien accompagner. J'aime être entouré d'autres personnes qui vont nourrir ma création. Mais j'aime bien aussi désobéir à partir du moment où on m'a donné tous les éléments. Je pense qu'une fois que je les ai en moi, que j'ai intégré tout ça, c'est à moi d'intervenir. Et là, je pense que c'est vraiment... Si le dialogue n'existe pas, alors le résultat est toujours à l'eau tiède. Et ça, c'est pas possible. C'est ce qui ressort de vos échanges ce soir, c'est que précisément il y a eu ces allers-retours, notamment avec vous, madame, sur l'historique du musée, son architecture, ses collections, un ensemble d'éléments finalement. Il y a vraiment cet échange avec le commanditaire, cet échange avec l'équipe, parce que ce n'est pas seulement, je pense au corps, au travail d'un peintre, il y a l'idée de l'isolement. Là, c'est quand même aussi toute une équipe qui se met en place. C'est comme si on faisait un film, je vais dire, mais avec effectivement des impératifs qui répondent à des outils de communication, et on n'est pas là simplement pour faire du décor. Mais je pense que le graphisme aujourd'hui gagne en reconnaissance. Moi, je remercie beaucoup Hubert Le Gall de m'avoir donné la parole et d'avoir pu organiser cette table ronde dans un contexte comme celui-ci. Ça veut dire qu'il y a un appétit pour ça, déjà un besoin d'exprimer ce que l'on fait, un appétit d'autrui pour apprendre à connaître cette discipline artistique. Je n'ai pas envie de dire métier, mais c'est vraiment une discipline, comme ce serait pour la musique ou la danse ou l'architecture ou la sculpture, etc. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que pour moi, il y a un parallèle entre la peinture et certaines de tes affiches. C'est dans la peinture, les chefs-d'œuvre, il y a une sorte de magie, c'est qu'ils sont intemporels. Il y a quelque chose qui a fait qu'une image a pu traverser un siècle, 2 siècles, 3 siècles, voire plus. Ça tient presque à de la magie. Donc l'idée, c'est que il faut arriver à s'imprégner d'images qui ont traversé le temps. Et moi, je trouve que voir une affiche, celle de Chicago, qui a plus de 30 ans, et de l'observer aujourd'hui comme quelque chose qui pourrait être contemporain, et d'y voir de la modernité, c'est assez magique aussi. Donc je pense que c'est un lien qu'on peut établir avec la peinture. Absolument. Et je rebondis sur un autre aspect. Vous disiez tout à l'heure, Philippe, la dimension poétique et artistique qui évidemment est importante dans ce travail-là, par rapport au recours qu'on peut avoir par ailleurs à des agences de communication, par exemple, où là, on va avoir un travail avec des publicitaires. Justement, quelle différence faites-vous avec cette façon de travailler qui est assez, finalement, telle que je le perçois, est assez éloignée de la vôtre,
et auxquels les musées, les institutions muséales ou culturelles plus largement peuvent aussi avoir recours par ailleurs. Finalement, qu'est-ce qui va faire la distinction je crois dans ces deux types d'approches qui, pour moi, sont très différentes? Mais je crois de leur part, peut-être certainement, un manque de curiosité, un manque d'écoute, un manque peut-être aussi de sensibilité, un bagage culturel un peu pauvre, etc., ou très formaté. Mais je n'ai rien contre d'une certaine façon, a priori, pourquoi pas. Cela dit, c'est vrai, c'est pas mon monde, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'être confronté à ce monde du marketing qui nous gouverne et maintenant de plus en plus dans la communication. Ça me frappe toujours dès que l'on peut parler de choses conceptuelles, sur l'idée, en même temps la signification des formes, l'apprentissage de la typographie, etc., qu'on rentre dans tout ce vocabulaire, ce langage-là, alors les choses se déclenchent. Mais c'est vrai que c'est assez rare. C'est une sorte de diktat comme ça imposé par des études marketing très, très ordinaires, j'ai envie de dire, qui tirent vers le bas. Les étudiants, vous avez des questions? Oui, une ou deux questions que j'allais vous demander. Oui, il y en a un. Alors, bonjour. Moi, c'était concernant la conception du logo. Du coup, à partir de quel moment vous vous dites qu'il faut arrêter de composer un logo avec le texte et vous composez un pictogramme à côté et vous revenez composer avec le texte après? Comment ça se passe au niveau création? Parce que l'encombrement typographique de l'intitulé était trop long et trop grand pour être inclus dans un logo. On a essayé un moment, c'était l'idée de cette spirale, comme ça, à l'intérieur desquelles toutes les lettres étaient réunies. Mais il y avait à la fois un problème de lisibilité, d'encombrement, de choses qui fait que ça ne pouvait pas vivre comme ça. Donc là, il y a des fois, autant le mot serré est composé de 5 lettres, c'est ça? Donc c'est très bref, mais on ne pouvait pas se limiter à ça, comme je vous l'ai expliqué, parce que Céret, c'est aussi une ville. Mais ce dont on parle, c'est un musée d'art moderne de Céret. Donc c'est tout ça qu'il fallait dire. Donc on ne pouvait pas faire un logo uniquement avec l'intitulé. Il y avait trop de choses à dire. Donc l'idée du picto, comme vous dites, synthétise, rassemble l'intégralité de ce qu'est le musée. Et puis après, il y a le développé typographie. Mais l'idée aussi de ce picto icône va nous permettre de l'utiliser de façon tellement simple, facile, rapide, sur toutes sortes de supports. Et encore une fois, je pense à notre façon de communiquer presque comme avec des hiéroglyphes quand on a sur nos téléphones, nos tablettes, etc. Donc c'est comme ça que c'est venu en fait. C'est à cause de l'encombrement typographique. Oui. Alors, je voudrais vous féliciter tous pour cette discussion vraiment passionnante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, quand on ouvre les oreilles, on n'entend pas que de belles choses. Et là, c'était 1h30 d'architecture, de peinture, de typographie, avec tellement de simplicité et de ferveur. C'était vraiment magnifique comme discussion et comme création. Donc bravo à tous. Et oui, c'était passionnant aussi de voir la création du logo presque en temps réel et les différentes étapes. C'est très stimulant de voir tous les trajets d'un logotype et presque en mouvement. Ma question, elle est pour Philippe. En fait, c'est une question un peu banale quand on s'intéresse à ton travail. Mais ça m'a frappé quand tu recherchais des lettres dans le logo final, presque toutes les lettres de Céret. Et j'ai l'impression, on parlait de graphisme, de peinture, de design graphique, mais que vraiment ton premier métier, ça reste la typographie et l'inspiration pure dans la lettre, que c'est vraiment ce qui t'intéresse le plus quand tu crées une image. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, parce que je pense que ce qui est intéressant dans les lettres, c'est qu'il y a un nombre limité. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, mais leurs formes sont illimitées. Parce qu'il y a des lettres romaines et des lettres italiques. Après, il y a des capitales, il y a des bas de casse. Puis après, il y a des gras, des maigres, etc. Et des petits, des grands, des rouges, des bleus, des verts. C'est les combinaisons infinies qui font que, pour moi, l'alphabet, c'est comme si c'était une palette de couleurs. Et c'est avec ça que je crée, je compose. Oui, bien sûr, les lettres, et on peut dessiner des lettres. C'est infini, le dessin des lettres. Et je trouve que parmi les expériences les plus fascinantes qu'on peut avoir, c'est lorsque l'on voyage et qu'on se trouve dans des pays où on ne maîtrise plus l'écriture parce qu'on n'a pas les moyens de décoder l'alphabet. Alors ça devient totalement abstrait. Et on est et très souvent la réflexion qu'on a, on se dit mais quelle chance ils ont, c'est magnifique, ces lettres cyrilliques ou ces lettres chinoises ou autres, ou la calligraphie arabe, etc. Puis en fait, on finit complètement par oublier la beauté de l'alphabet latin, tout simplement parce qu'on le lit et on ne regarde pas la beauté des lettres. Or, justement, le graphisme, c'est d'arriver à déceler toute la dimension esthétique, l'équilibre entre le plein, le vide, l'ombre et la lumière, et c'est de ça que jaillit effectivement la création graphique, me semble-t-il. C'est vraiment la base des graphistes, oui, selon moi. Oui. Philippe, merci pour cette soirée passionnante. Est-ce que j'y vois clair ou pas? Il me semble que les deux quarts de galette sont légèrement différents en termes de hauteur et que celui du haut, le quart du haut, est légèrement plus haut que celui du bas. Alors, est-ce que j'y vois clair ou pas? Ou est-ce que c'est exprès qu'il y a une légère dissymétrie pour ne pas être trop confortable dans une pure symétrie? Non, elles sont parfaites. C'est probablement la déformation de l'affichage sur l'écran. Mais j'ai trop d'imagination, excusez-moi. Non. C'est-à-dire que justement, cet équilibre avec un minimum de forme, comment on peut donner un maximum d'informations avec un minimum de forme sans aller chercher des choses à peu près ou décalées. Vraiment qu'il y ait une sorte de justesse. On parlait d'arriver... Tom disait d'arriver à trouver la solution juste, et j'aime bien ce mot juste. Parce je suis le seul à voir la moitié du haut plus haut que la moitié du bas. Dans la liste des noms, je crois que c'était les formes sont identiques. Si on repliait le logo, elles se superposeraient parfaitement. J'ai rêvé, merci. Oui, non, c'est vraiment une déformation. Mais voilà. Ce qu'on appelle les corrections optiques, c'est-à-dire un cercle parfait, on ne le lit pas vraiment comme un cercle, c'est pour ça qu'il y a des rectifications optiques. Mais dans c'est autre chose. Oui, c'est ça. Mais dans le cadre d'un logo, il peut y avoir effectivement des effets optiques de cette nature. C'est une part tout à fait intégrée, effectivement. Je pense que c'est parfaitement... C'est très bien. Moi, j'y vois même, alors là, pour être un petit peu vachard, si on peut dire, vis-à-vis de travail de Philippe, si on inverse, il y a, vous savez, comme dans le logotype du Bauhaus, on a l'impression des fois de voir un visage, un nez. Bien sûr. Si on inverse, on peut voir aussi un perroquet, si vous voulez, par là. Mais, ça me plaît beaucoup. Mais pourquoi pas? Une question, c'est la dernière, oui. Oui, moi j'en ai une. Alors, merci, effectivement, c'est vrai que cette capacité à synthétiser tous les messages et la difficulté de tout ce qu'on veut dire dans une forme, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que c'est une de tes grandes forces. Mais là, j'ai un petit discours de communicante. Et là, ce qu'on voit, c'est en fait une communication dite institutionnelle. Le logo, on le fait vivre seul, on le décline seul, on lui fait faire des variations sur des documents de papeterie, de marque-page, etc. Mais j'imagine, et ça je m'adresse effectivement à la directrice de cette institution, qu'il va falloir le faire vivre aussi sur une communication dite événementielle. Exposition, Braque, Picasso, peut-être que vous allez faire des choses aussi, tout aussi incroyables. Est-ce qu'il est pensé pour être aussi décliné sous une forme, est-ce qu'il y a une charte
sur cette politique-là, sur cette communication dite événementielle. Le jour où vous aurez une exposition Picasso, comment ce logo va vivre ? Je peux le dire parce que c'est déjà l'occasion. Je ne montre pas tout, hein, mais on est en train évidemment de faire une affiche, un visuel, un catalogue, des dépliants pour l'exposition temporaire qui va accompagner l'ouverture, donc sur une exposition monographique d'un artiste. Donc la question s'est posée, bien sûr. Et là, c'est le nom de l'artiste qui vient en avant, le logo à une taille réduite, etc. Donc il intervient effectivement en noir et blanc, il intervient sur des images, bien sûr, tout ça, il faut l'anticiper et c'est nécessaire. Il a sa position aussi dans la page, dans l'affiche. Il y a plusieurs... là, j'ai envie de dire, vous avez peut-être vu déjà ce système d'accordéon. Là, le Céret Musée d'Art Moderne est sur 4 lignes. Des fois, il était sur 2 lignes. Des fois, il est sur une seule ligne. Vous l'avez vu centré. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui permettent... Voilà, là, il est centré, il est axé. Il y a un tiret entre Céret Musée d'Art Moderne. Après, il est sur 2 lignes ferrées à gauche. Donc, il y a plusieurs cas de figure et tout dépend, encore une fois, de l'encombrement, de la place dont on dispose. Et ça, on ne choisit pas. C'est vrai qu'on choisit. Après, on ne va pas choisir, par exemple, le format d'une affiche en fonction de la taille du logo ou vice-versa, le format d'un livre en fonction de la taille du logo. Il y a des sortes d'adaptations. Il faut adapter, en fait, tout ce que l'on peut envisager ou anticiper au préalable. Donc, c'est vraiment un travail d'anticipation de l'emplacement du logo. Oui, bien sûr. Non, et là, en tant qu'utilisatrice, je crois que tu m'as remis une charte graphique qui doit faire quelque chose comme 70 pages. Oui. Je crois que j'ai rarement eu un outil aussi adaptable à toutes les situations. Et voilà, s'il y a bien une inquiétude que je n'ai pas, c'est celle-là. Il y a vraiment un nombre de déclinaisons incroyables et conçues avec une précision absolument merveilleuse.